Bienvenue à tous, merci de la fidélité au plateau spécial aujourd'hui réservé aux questions économiques avec ce nouveau budget de la République démocratique du Congo proposé par le gouvernement Sama Lukonde avec de l'ambition, presque 10 milliards de dollars comme précédemment. Est-ce que cette fois-ci le Premier ministre aura les moyens de sa politique? Quelles sont les innovations, mais également les remarques déjà qui se font sentir au niveau de l'Assemblée nationale? On parle de la réduction du train de vie des institutions, de l'État, et en même temps, il faut aussi créer de niches pour permettre à ces budgets de trouver effectivement de recettes nécessaires pour sa concrétisation. Nous allons analyser à la fois ce qui est proposé aujourd'hui avant que la commission ECOFIN au niveau de l'Assemblée nationale fasse les toilettages, propose probablement des amendements nécessaires, mais les spécialistes de l'économie, les journalistes éprouvés ici en RDC, vont pouvoir vous proposer en termes de décryptage ces budgets proposés par le gouvernement Sama Lukonde, cette fois-ci des Warriors, de Félix Tshisekedi. D'abord, Israël Moutala, qui est journaliste économique, le patron de 7sur7, mais également quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans ce secteur. Ensuite, Jean-Louis Biasweka, qui est également... Biasweka, non? Oui? Biasweka. Biasweka, c'est pas Mia. Biasweka. Journaliste expert des questions économiques. Donc, c'est vraiment un plateau attitré, pour ne pas dire idoine, pour proposer une réflexion à ces nouveaux budgets que la RDC s'autorise à voir. Question d'abord à Israël Moutala. Est-ce que Sama Lukonde, contrairement à ce qui a été proposé par Ilunga Ilunkamba, 10 milliards, on a vu ce que ça a donné par après, est-ce que ce n'était pas encore de l'audace de sa part de nous proposer 10 milliards de dollars pour ce nouveau budget? Je pense que justement, il faut être absolument ambitieux par rapport aux objectifs à atteindre en termes de mobilisation de recettes. Donc, l'ambition, c'est une vertu. Mais est-ce qu'avec ce budget, ça n'est-il donné les moyens? Nous sommes dans une nouvelle dynamique, dans un nouvel contexte, parce qu'on a renoué avec les institutions de Bretton Woods. Et donc, il y a une façon encore plus accrue de mobiliser des ressources externes. Mais on ne doit pas oublier ici encore que la principale force de ce budget repose d'abord sur la capacité de mobilisation interne. J'ai vu que même en termes de capacité de mobilisation de recettes internes, on a fait beaucoup de progrès. Et ce budget me paraît plus ou moins réaliste. Parce qu'il faut dire que nous avons de la marge. Il faut que je puisse un peu essayer de planter le décor. Ça veut dire que chaque année, par rapport au cadrage macroéconomique, la production de richesse de la RDC est estimée à peu près à 60 milliards de dollars. En termes de production? Oui, la production. Biens et services, ce que nous produisons comme richesse chaque année, c'est à peu près 60 milliards de dollars. Sur les 60 milliards de dollars, en Afrique subsaharienne, il est demandé aux États de faire un effort pour ponctionner sur cette richesse produite au moins 30%. Ça veut dire que les systèmes fiscaux les plus performants arrivent à 25, à 30%, à 33% de la richesse produite qu'ils prélèvent pour une redistribution et pour des investissements et pour faire fonctionner l'État. Donc ici, nous avons un PIB de 60 milliards de dollars. Ça veut dire que pour que nous soyons dans les normes de l'Afrique subsaharienne de mobilisation de recettes, il faut que nous mobilisions à peu près 18 milliards de dollars. Voilà la cible. Voilà la cible. Mais ici, nous avons l'ambition de mobiliser 10 milliards de dollars. C'est un pas dans la bonne direction. Mais mobiliser les recettes, ça implique des réformes, ça implique que le civisme fiscal, ça implique beaucoup Alors, est-ce que, quand on prend les fondamentaux en République démocratique du Congo, on sait quand même qu'il y a longtemps, on a toujours eu de l'ambition d'avoir un budget confortable. Le Zolobambi disait que la perte de 15 milliards donne un coup à notre capacité nationale. On sait que la culture de l'impôt n'est pas tellement congolaise. On sait qu'il y a ce qu'on appelle l'écoulage, n'est-ce pas, de recettes. Est-ce que Sama Lukonde a tenu compte de la spécificité congolaise? Est-ce qu'il a tenu compte de la production post-Covid
Parce que beaucoup de pays aujourd'hui essayent de se relancer. On a vu Biden avec son projet de 1000 milliards de dollars mais pour les infrastructures aux États-Unis. Et ils ont plus, quand même, je veux dire, l'environnement économique, les réformes, etc. Mais est-ce que chez nous, avec ces budgets, comme on a dit, de l'ambition, est-ce que c'est une ambition mesurée ou est-ce que c'est encore du populisme? Je lâche le mot. C'est une ambition mesurée. C'est une ambition mesurée parce que quand je vois la loi de la tendance, la trajectoire des finances publiques cette année-ci, on a pu mobiliser pour la première fois, en tout cas, en termes de ressources internes. C'est ce que dit l'IGF, hein? Absolument, à peu près déjà 5 milliards de dollars en termes de ressources propres. Or, ici, l'ambition, c'est de mobiliser 9,8 milliards de dollars en ressources propres et extérieures. Ce qui fait qu'on a de la marge. On peut porter les ressources de la mobilisation interne de 5 à 7 milliards et ainsi de suite et attendre que les 2,8 soient des ressources externes. En concours extérieur. Oui, mais fondamentalement, on est dans la bonne direction. Mais c'est une ambition mesurée. Pourquoi je dis que c'est mesuré? Parce que les mots sont profonds. Je nous dis encore que cet argent, il vient d'où? Voilà, c'est ça la question. L'argent vient d'abord d'à peine 200 000 comptes fiscaux en RDC. Pour une population, on va le répéter encore. On n'a que 200 000 comptes. 200 000 comptes fiscaux. Sur les 200 000 comptes fiscaux qui comptent la RDC, sur une population estimée entre 80 et 100 millions d'habitants, il n'y a que 200 000 comptes fiscaux. Le ministre des Finances l'avait très bien dit. Je donne comparativement l'exemple qu'il avait pris. La Belgique, c'est à peu près 11 millions d'habitants avec 12 millions de comptes fiscaux. Ah oui? Oui. Parce que c'est personnes physiques et morales. Hein. Personnes physiques et morales, ça veut dire que les personnes physiques et les entreprises, vous avez à peu près 12 millions de comptes fiscaux. En RDC, personnes physiques, personnes morales, entreprises, tout compris, nous avons 200 000 comptes fiscaux. Et sur les 200 000 comptes... Même pas 1 million. Non, même pas 1 million. Et sur les 200 000 comptes fiscaux, il y a 650 grandes entreprises, grands contribuables, qui payent 90% de l'impôt. Donc, sur les 5 milliards qu'on a mobilisés cette année-ci en ressources propres, cette charge a été portée par une poignée d'entreprises, 650 au total, qui ont porté tout le poids fiscal. Vous montrez que donc, la structure de notre appareil fiscal est très complexe. Oui. Voilà pourquoi est-ce que quand je dis que c'est une ambition mesurée, dans la proposition de loi de finances qu'a présenté le Premier ministre Samalou Kondé, il y a notamment la réforme de la chaîne de la recette. Cette chaîne de la recette va... Les régies financières... Absolument. Il y a beaucoup de réformes sur toute la chaîne de la recette. Je pense que cette réforme doit être concrétisée l'année prochaine pour qu'on puisse retracer. Il y a la chaîne de la dépense, mais il faut maintenant qu'on retrace tout le cheminement de l'argent pour que ça entre dans la caisse de l'État. Alors, Jean-Louis, revenons un tout petit peu sur la production nationale brute de la RDC, sur un peu notre capacité à mobiliser de l'argent. Parce que très souvent, on dit, oui, Tshisekedi, en arrivant, il dit, ce qui a été toujours proposé, c'est trop peu. Hein, il faut avoir de l'ambition. C'est pour ça qu'il est parti sur 10 milliards. On a vu qu'en capacité de mobilisation, on n'a même pas mobilisé 5 milliards. Est-ce que vous qui êtes des spécialistes, qu'est-ce que vous pouvez constater d'emblée? Est-ce que nos politiques sont déconnectées des réalités nationales en termes de production ou il faut oser pour oser? Est-ce qu'ils saisissent l'existant? L'augmentation qu'on a vue des recettes, faite par l'IGF, par les régies, c'est d'abord boucher les trous, c'est-à-dire limiter la fraude fiscale, essayer de récupérer sur l'évasion fiscale, parce que l'évasion fiscale, c'est... Et qu'on nous prépare un peu les images du président de la République hier à l'IGF. L'évasion fiscale, c'est de profiter des dispositions de la loi, des vides de la loi, qui vous permet, vous, de garder du revenu, qui pourrait être un revenu, pourrait bénéficier l'État. On oublie toute la fraude qu'il y a aux frontières, avec l'exportation de café, des minerais, etc. Ça aussi, cela. Hein, les gens qui font passer la production par le secteur informel. Oui. Et c'est pour les tracts qui traversent les frontières, et c'est pour ça, les matières premières brutes qui traversent. On revient au problème des faiblesses de l'État, de l'autorité de l'État, de l'administration. C'est-à-dire que moi, j'en attends plus qu'à faire beaucoup d'investissements. Si on investit dans l'administration, dans le contrôle, dans le travail à l'administration, en renforcement de capacité, en étendant les services à tout le pays,
À tout le pays. À tout le pays. Oui, il y a un exemple. Une fois, je suivais de nos confrères de Business Africa. Hein, il y avait l'équivalent du directeur général des impôts qui disait, voilà, j'ai mis des bureaux partout dans le pays. Le FMI a dit, mais vous avez augmenté les nombres d'agents à la régie, c'est pas rationnel, mais ça m'a fait 40 milliards de francs CFA. Si je n'avais pas fait ça, je ne les aurais pas eu. Alors, est-ce que le système centralisé qu'on a, nous, des contrôles, par exemple, l'IGF qui est beaucoup plus à Kinshasa, il y a quelques inspecteurs qui sont postes frontières ou qui vont même dans l'éducation, on va dire, territoriale. Est-ce que ces systèmes centralisés ne posent pas un problème, on va dire, des coulages à nos frontières, aux entreprises, on va dire, qui sont installées à l'intérieur du pays, etc.? Oui, mais il y a... c'est pour ça qu'on doit vite amener la digitalisation, la numérisation. La digitalisation. Et la numérisation. Mais les impôts, par exemple, la DGI a déjà digitalisé un certain nombre. Par exemple, la DGDA, par exemple, etc. Est-ce que ces mouvements de numéralisation, de digitalisation... Mais ils n'ont pas encore fait partout. On va d'abord dans les régions qui peuvent paraître les plus juteuses. Oui. Question aussi qu'ils produisent les plus douanes, de recettes. Et donc on va du côté de l'ex-Grand Katanga, oui. On va aller du côté de l'Interland, notamment autour de Goma, Beni, Tembo. Oui. On va aller du côté du Congo central, etc. À Loufou, Matadi. Et tout ça. Oui. Mais il faut étendre cela à tout le pays. Et de manière harmonieuse, parce que maintenant, aujourd'hui, pratiquement, les différents directeurs de régie ont leur tableau de bord. Ils peuvent voir comment sont saisies les marchandises à tel port à Boma, à tel port à Matadi, ou à tel poste frontalier dans le Grand Nord, etc. Qu'est-ce qui justifie, par exemple, la visite de Félix Tshisekedi hier à l'IGF? Est-ce que c'est un signal qu'il donne au lendemain du dépôt de ces budgets au niveau de l'Assemblée nationale pour dire nous avons mis en place une stratégie pour mobiliser suffisamment de moyens. Et donc le budget est atteignable. Voilà. Un président qui se déplace pour aller inaugurer un amphithéâtre. Dans un service de la présidence, il faut le dire. Oui, oui. Un président qui se déplace pour aller justement à l'IGF, c'est tout un message. C'est un message de validation. Donc par là, il valide le travail de l'IGF. Et donc lui donne le quitus pour continuer. Il dit regardez ce que je fais, j'ai confiance en lui. Il donne le quitus pour continuer. Et donc, comme disent les inspecteurs de l'IGF, oui. Que le début de la crainte de l'inspecteur, c'est le début de la sagesse fiscale. Oui. Donc, les gens, entre guillemets, n'ont qu'à bien se tenir. Donc, c'est un fait. Mais je pense qu'on doit amener une véritable culture fiscale parce que les gens, ils disent clairement, hein, ah non, avec le fisc, on ne fait jamais une seule comptabilité. Mais le revers, c'est que vous n'avez pas la meilleure information économique. Quelle est la véritable information économique? Est-ce qu'on a senti l'effet IGF dans le management au quotidien aujourd'hui pour que ces budgets puissent bénéficier justement de l'effet IGF? Est-ce qu'on le sent ou bien il y a plus de la publicité, beaucoup plus justement, de la communication? On le sent parce que en fait, le travail qui est fait, c'est de se rapprocher de la vérité, économique, des chiffres. Qu'est-ce qu'on produit vraiment? Qu'est-ce qui peut être taxé? Comment sont perçues les taxes? Sont-ils transmis, etc. C'est-à-dire que petit à petit, on fait cet effort pour se rapprocher de ça. Mais ce n'est pas la peur du gendarme qui est produite dans un premier temps? La peur du gendarme aussi, parce que d'abord, la peur avec le changement de régime. Il faut savoir que quand il y a eu le changement de régime, on a vu dans certaines entreprises publiques et régies une augmentation des recettes. Après, la peur du gendarme, des gens ont été arrêtés, des gens ont été sanctionnés, des gens ont perdu leur poste. Et puis, la peur du gendarme parce que des langues se délient. Il y a de la dénonciation maintenant facile. Donc c'est délit, surtout que s'il y a des gens qui veulent se faire aviseur, encore qu'aviseur, il faut que ce soit bien encadré, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Il peut y avoir des délations, tout simplement, pas méchanceté. Je vais raconter une anecdote. Je causais avec un spécialiste d'études du marché, qui est une entreprise d'études du marché. Il me raconte qu'il voulait faire un travail pour un ministère. Alors les gens, il a mis son prix, voilà, je mets mon prix. Et sans le ministère, on multiplié par 5. Il a dit, mais maintenant, il me dit, mais maintenant quoi? Qu'est-ce que je vais aller justifier à l'IGF? Donc c'est entré dans le subconscient des gens. Ah oui? C'est entré dans le subconscient. Mais maintenant,
derrière l'IGF aussi, pour la population, il faut ce travail de redevabilité. C'est-à-dire, on a pu récupérer autant, voilà ce qu'on en a fait. C'est-à-dire que ça ne suffit pas seulement de dénoncer ou de faire peur, il faut justifier ce qui a été mobilisé et le travail qui en est fait, Oui. ou qu'on en fait surtout. Exactement, parce que c'est leur argent. Le patron du président de la République, c'est le peuple. L'argent qu'il dépense, que le gouvernement dépense, c'est l'argent du peuple. Donc il faut qu'on leur explique ce qu'on fait avec. Alors, Issa Moutala, ce budget, 10 milliards, on a senti que, allez, Kabound est monté au créneau. Hein. Je ne sais pas si on a le propos de Kabound qui dit à la fois, il est ambitieux, oui, mais ce qui est proposé dedans, exemple, les rémunérations, il faut diviser par 2. Les trains de vie de l'État, il faut diviser par 2. Ce n'est pas du populisme un peu ponctuel, ça. Non, mais je pense qu'il y a un vrai débat. Une chose est de mobiliser plus de ressources pour donner à l'État les moyens d'action, les moyens de sa politique de développement. Oui. Mais une autre, justement, est de bien les affecter. La qualité de la dépense. On mobilise, on demande plus d'efforts aux Congolais. Mais d'abord, pour les mobiliser, à cette fin-là, il faut que nos dirigeants soient, comment dirais-je, exemplaires. En matière d'exemplarité, il faut regretter l'exemple du ministre de la Santé, Eteni Longodo. Oui. Donc c'était un précédent fâcheux. Et donc c'est un scandale ce qui s'est passé autour de la gestion des fonds Covid. Oui. Et donc la liberté provisoire a été quand même accordée dans des conditions assez louches. Oui. Et donc c'est des mauvais signaux. Je pense que la justice doit être la même pour tous. Voilà, il ne faut pas une justice à double vitesse. Et sur cette question-là, les Congolais attendent un signal fort par rapport aux dirigeants en termes de lutte contre la corruption et d'impunité. Et donc, le travail de l'IGF, il est perfectible, il est critiquable à certains égards, mais il a porté quand même certains fruits. Et donc, on a salué aussi... En posant la même question que j'ai posée à Jean-Louis tout à l'heure, l'IGF, est-ce que c'est un fait de mode? Est-ce qu'on injecte maintenant la culture de l'impôt dans le chef, pas seulement des gestionnaires publics, mais aussi dans le chef des Congolais? Bon, on va écouter d'abord Kabound, hein, on va commenter parce que ces budgets, on a senti que ça suscite à la fois beaucoup d'espoir, mais ça va créer beaucoup d'inquiétudes sur ceux qui avaient un train de vie donné, certains avantages, et qui étaient compromettants ces avantages par rapport à la position nationale. Kabound. Madame le Président, je vais commencer par remercier le Premier ministre et son gouvernement pour les travail très grands qu'ils ont abattus. Monsieur le Premier ministre, vous m'avez vu descendre du perchoir, c'est-à-dire que l'air est grave en fait. Monsieur le Premier ministre, je vais commencer mon propos par une histoire que j'ai racontée une fois dans cet hémicycle. Cette histoire vaut autant pour le gouvernement que pour l'Assemblée nationale. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de la dalle gardée par les militaires dans une forêt? C'est-à-dire, monsieur le Premier ministre, dans un royaume, 100 ans après, on gardait une dalle. Mais un nouveau commandant est arrivé dans la garnison. Il pose la question, mais cette dalle, on la garde pourquoi? Personne ne pouvait lui répondre. Ah non, c'est comme ça que nous faisons, nous gardons cette dalle, ça fait des années. Le commandant dit, mais comment on peut garder une dalle comme ça? En pleine brousse, on y place des militaires, dit oui, c'est comme ça, d'habitude c'est toujours comme ça. Et le commandant, très malin qu'il était, il est allé fouiller dans les archives, il s'est rendu compte que c'était une histoire rocambolesque. Qu'est-ce qu'on lui dit? Les documents renseignent qu'il était question d'aller poser la première pierre pour la construction d'une garnison militaire, loin de la ville. Et en principe, on devait construire la dalle pour que le roi demain vienne poser la première pierre. Parce que c'était dans la brousse, les animaux sauvages étaient passés la nuit et ils ont dérangé la dalle. Le matin, le roi ne pouvait pas poser la pierre et il a instruit cette fois-là qu'on construise la dalle et qu'on la fasse garder jusqu'à ce qu'il viendra poser la première pierre. Comme la première pierre n'a jamais été posée, la dalle fut gardée 100 ans. Et après, personne n'a compris, personne ne pouvait expliquer pourquoi la dalle continue à être gardée.
C'est exactement ce que nous sommes en train de faire ici, et vous, le gouvernement, et nous, le Parlement. Nous sommes en train de garder une dalle, et lorsqu'on pose la question pourquoi on la garde, personne ne sait répondre. Alors, je vais faire comme le commandant qui est venu, qui a posé la question, qui est allé vérifier dans les archives pour comprendre pourquoi on peut garder une dalle comme ça pendant des années par des militaires. Monsieur le Premier ministre, vous savez, depuis que notre pays a accédé à son indépendance, moi qui vous parle ici, je suis un ancien opposant. Vous vous adressez au président. Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis un ancien opposant. Nous avons eu à dénoncer de manière aussi claire la gestion de ces pays par le régime Mobutu, par le régime Kabila, et c'est pas pour rien qu'on les faisait. C'est parce que, en principe, nous avons estimé que tous ces régimes étaient des régimes de prédation. Ces régimes concentraient tous les efforts du peuple, tout ce qu'il y avait comme richesse entre les mains d'un petit groupe d'individus. À travers, vous vous en doutez, le budget que nous sommes en train de voter. Il ne suffit que de voir ces budgets, vous allez comprendre que c'est ça la réalité. Et ces budgets démontrent clairement que le peuple est laissé pour compte. Je vais vous donner des exemples, monsieur le Premier ministre. Quand vous ouvrez le document 1, qui est en fait le squelette du budget, à la page 46, 47, vous allez voir que pour les équipements militaires, on y a alloué 2 milliards de francs congolais. Ce qui fait l'équivalent d'1 million de dollars dans un pays à guerre. Mais il vous souviendra que dans le même hémicycle, lorsque vous présentiez votre programme d'action, dans le cadre du budget, dans le cadre, dirais-je, cadre budgétaire à moyen terme, vous avez ici expliqué de manière claire quelles étaient les priorités de votre gouvernement. Si j'ai bonne mémoire, c'était 16 piliers, dans lesquels la pacification de l'Est du pays, le social et l'enseignement étaient des priorités de priorités. Aujourd'hui, ce mandat ne peut réussir que si la gratuité de l'enseignement réussit et que si l'Est du pays est pacifié. Mais comment pouvons-nous arriver à ces résultats? Comment pouvons-nous arriver à ces résultats si on a un budget qui ne reflète pas en fait la vision que vous nous avez présentée ici? Un budget, c'est quoi en fait? Un budget, c'est une vision exprimée en chiffres, en termes de recettes et de dépenses. Israël Moutala, Jean-Marc Abound jette le pavé dans la mare complètement. Il est en train de... il a remis en cause les chiffres proposés par le Premier ministre. En citant cet exemple de budget destiné à la défense nationale, on sent qu'il n'est pas d'accord sur ce qui a été donné comme priorité. Parce que si Sama Lokonda a été mis en place pour à la fois stabiliser le pays sur le plan militaire, on doit donner plus de moyens à l'armée. Si c'était pour le social, c'est-à-dire on doit donner beaucoup plus d'argent à la gratuité de l'enseignement, mais aussi corriger le social qui est aujourd'hui en berne. Est-ce que la commission ECOFIN ne va pas pouvoir chambouler tous ces budgets? Non, le budget, ça veut dire que l'Assemblée nationale, c'est l'autorité budgétaire. Oui. Et donc, elle a beaucoup de marge de manœuvre pour essayer de corriger ce budget. Mais ici, Kabound met l'accent sur un point important. Oui. La qualité de la dépense. Parce qu'on a dit d'une part, le budget a deux parties, les recettes et les dépenses. Oui. Donc on prévoit de mobiliser à peu près 10 milliards de dollars. Mais j'aimerais d'abord ventiler ces 10 milliards de dollars pour que les gens comprennent à peu près... C'est très important. Ces structurations. Oui. Sur le 10 milliards, l'État prévoit à peu près 3,5 milliards pour les investissements.
Les investissements, c'est ce qui amène du progrès. C'est avec ça qu'on construit les écoles, les hôpitaux, les routes, les ponts. 3 donc, milliards. c'est un poste important. Ce poste, c'est le parent pauvre de tous les budgets. C'est la maladie des Congolais. Chaque fois qu'ils mobilisent beaucoup d'argent, ils les mettent dans les frais de fonctionnement et dans les primes, dans les salaires, dans les frais de fonctionnement. Donc, c'est la partie la plus faible. Comment expliquer que on veut développer un pays, mais on y met un tiers? Oui, on y met un tiers. Mais d'abord, ça veut dire que c'est un effort important parce que là, c'est un accroissement de 70%. Jusque-là. De 70%. Donc ça vous montre qu'on était encore très bas. Donc l'accroissement, l'effort pour le gouvernement, c'est un effort accru. Il faut saluer le Premier ministre. Donc on est passé, c'est un accroissement de 70% à peu près. Donc il a fait un effort. On a fait un effort. Donc c'est la première fois qu'on porte l'investissement à cette hauteur. 3,5 milliards de dollars. C'est exceptionnel, c'est jamais vu. Okay. C'est des prévisions. J'espère qu'ils vont s'en tenir parce que chaque fois qu'il y a des difficultés en termes de salaire, en termes de l'investissement, on prend dans l'investissement et comme ça, on compromet le développement de ce pays. L'autre branche importante, c'est les rémunérations. Ils sont à peu près à 2,5 milliards de dollars. 2,5 milliards de dollars. Le quart. Voilà à peu près. Mais c'est que Kabound, lui. C'est là qu'il faut faire maintenant. C'est là qu'il faut piocher. Oui. Un des postes sur lequel il faut piocher. La troisième rubrique est la plus grande. Oui. C'est les fonctionnements et les transferts qui prend à peu près aussi 3,5 milliards de dollars, presque autant que les investissements. Donc quand vous prenez salaire, rémunération, fonctionnement de l'État, on est autour de 6 milliards à peu près de dollars. C'est là, justement, qu'il faut faire des réformes. Et les réformes, on peut les faire. Pourquoi? C'est possible. C'est possible. Pourquoi d'abord? Parce que d'abord, en termes de structure de l'État, vous avez plusieurs structures de l'État qui font doublon. Vous avez la CTCPM, par exemple, avec le CRGM, des structures de la direction des géologies, par exemple, au ministère de Mines, oui, qui font le même emploi. Matata avait commencé cet effort de couper toutes les structures qui font doublon. Et c'est un travail qu'il faut absolument continuer. Mais est-ce qu'on ne veut pas créer du chômage? Non. L'argent de l'État, ce n'est pas comme ça qu'on résout la question du chômage. Le chômage, on crée de l'emploi et l'emploi, ça doit répondre à ça veut dire besoin. Au lieu de gonfler, on ne peut par pas... exemple, on multiplie les agences, on multiplie les services, absolument. On multiplie... Tout et ça gonfle la masse salariale. Et on ne produit rien. Et on ne produit rien. Et ça aussi, le président de la République, en créant plusieurs services aussi, a contribué. C'est une faute. En matière économique et financière, c'est une faute. C'est une faute. Il a contribué justement à, comment dirais-je, à accroître le train de vie de l'État. Parce que quand on crée des agences, on emploie du personnel, on achète de biens d'équipement, on a des frais de fonctionnement et tout ça, ça veut dire que c'est au détriment justement des projets sociaux et des projets d'investissement. Donc parmi les réformes que vous préconisez, il faut qu'on regarde également tout ce qui a été créé comme structure nouvelle. Absolument. Il ne faut pas qu'on se leurre. Donc ça veut dire qu'il faut regarder très bien toutes les agences qu'on a créées maintenant. Vous avez la environnement, PTNT, la PLC, il y a beaucoup, absolument. Bonne gouvernance, tout sa coordination sous François Mwamba. Il y a beaucoup de structures à la présidence qui n'en valent pas la peine. Mais à part ça, d'abord dans la structuration de notre pays, les ministères, ils ont des petites agences à gauche et à droite, dans l'administration, qui font doublon et qui ne servent à rien. Donc là, il faut absolument couper, tailler. Il faut changer la structure de notre budget. Donc, rassembler les services, concentrer les choses. Absolument. Il faut une rationalisation des services publics. Parce que c'est avec ça, en le faisant, ça va aider le président de la République et le gouvernement à dégager des moyens pour justement mettre dans l'armée, mettre dans le social, mettre dans les infrastructures. Vous avez fait l'école de hautes études militaires, stratégiques et tout ça. Oui. Et vous savez que pour bien bâtir une armée, il faut une loi de programmation. Absolument. La nôtre, on ne l'a jamais appliquée. Ça veut dire que... On ne l'a jamais appliqué. Le livre blanc dont on parle, jusqu'à aujourd'hui, toujours pas mis en place. Et Kabound a bien fait justement d'évoquer le cadre de dépenses à moyen terme. Ça vous donne une vision à moyen terme et à long terme de la façon dont vous devez mobiliser les ressources et les affecter. Et il faut que les budgets soient arrimés au CDM, au cadre budgétaire à moyen terme. Mais le cadre budgétaire lui-même à moyen terme doit être arrimé à une vision nationale, à un programme, la vision nationale. Qu'est-ce que nous voudrons
Nous nous projetons après 30 ans, après 25 ans. Nous devons avoir une vision à long terme. Et cette vision déclinée en termes de programme et tout ça, en termes de CDM. C'est tout ça, ce travail qui doit être fait. Alors, ces réformes, qui peut l'appliquer? Est-ce le gouvernement? Est-ce le service stratégique du président de la République? C'est qui? Non, le gouvernement. C'est la tâche du gouvernement et je pense que la responsabilité ici incombe d'abord au ministre du Budget, Oui. Bonji, mais aussi à Au Nicolas. ministre du Plan. Au ministre du Plan, Oui. Mwando Tsiba, et au ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Je pense que ces trois personnalités, Mwando surtout et Nicolas Kazadi surtout, et Bonji que je ne connais pas très bien, parce que Est-ce qu'ils ont, ils ont des ressources nécessaires? les ressources intellectuelles, Mwando et Kazadi les ont. Mais là, est-ce qu'on a le courage politique, justement? Parce que ça, c'est très important. C'est la question que j'allais poser à on Jean-Louis. on a le courage des réformes, pas des réformettes. Est-ce qu'on a le Des courage vraies des réformes. Absolument. C'est ça la grande question. Je sais que vous nous suivez. Question à Jean-Louis. Par rapport à ce que Kabunda a morcé comme dynamique, moi je sais que nous avons la culture ici des salaires budgétivores, notamment dans les institutions. Vous prenez l'Assemblée nationale, un député, ça vous gagne plus de 10 000 $, sans compter tous les avantages qui vont avec. Il y a les primes, par exemple, qui sont souvent exorbitantes, plus importantes d'ailleurs que les salaires. Est-ce qu'on va changer ces paradigmes, cette culture des salaires, de consommation du budget, seulement pour les rémunérations? Important. Malheureusement, c'est devenu, comme il a dit, en fait, il l'a dit dans d'autres mots, c'est devenu une culture. Cornevin écrivait que pendant la campagne pour amener le pays à l'indépendance, les politiciens disaient vous n'allez plus payer l'impôt. Mais après, on s'est rendu compte que même un député provincial congolais touchait plus qu'un député provincial belge et que les habitants étaient pratiquement ployés sous des impôts. Donc maintenant, c'est cette culture qu'il faut cesser, qu'il faut casser la cupidité, la convoitise pour le régime. Comment ça va arriver lorsqu'on sait que les politiciens, on les entretient? Oui. Si le président de la République, les réformes dont parle Israël Moutala par exemple, s'il dit voilà, désormais on va baisser la rémunération des députés nationaux et provinciaux, on va baisser les primes qu'on va accorder aux gens, est-ce que les politiciens un vont pas passer? député, le vice-président l'a dit, Oui. mais un autre député l'a répondu en envoyant la balle au gouvernement. En réalité, c'est tout un ensemble. Et ça doit être une politique qu'on doit mettre moins sur 5 ans, 10 ans. Et je vais aller plus loin. Sur 10 ans. Comment? Je m'explique. D'abord, il faut éliminer tous ces doublons. Parce que le problème, et c'est ça le danger du président quand il aura à faire son bilan. Le président, malheureusement, dans sa marche, a trop présidentialisé son régime. Pendant que la primeur de l'action gouvernementale est réservée au Premier ministre et ses ministres. Ce sont les ministres Donc le président qui prend engagent tout sur lui, tout sur il lui. gère l'État à la place du gouvernement. On ne doute pas du président de la bonne volonté de vouloir faire changer les choses, ainsi de suite. Oui. Mais ça ne sert à rien de faire ces doublons. Il n'a pas besoin du cabinet et Fontes qu'il a. Des agences, Même l'IGF dont on parle tant, Oui. il est affecté aux finances, mais cela ne veut pas dire qu'il est sous la botte du ministre des Finances. Bien au contraire, c'est comme ça, parce qu'en réalité, c'est un peu l'image même de l'armée dans les régimes semi-présidentiels. Le gouvernement dispose de la troupe, le président du commandement. C'est-à-dire que le gouvernement a tous les services pour la travailler, sécurité et la défense, oui. pour la travailler, parce que et il est responsable. Le ministre, les premiers ministres et les ministres sont responsables devant le Parlement, devant le pouvoir législatif, ce qui n'est pas le cas du chef de l'État qui est au-dessus de la mêlée. Et donc, il devait réduire. Et même quand on parle, on le reproche ses voyages, parce qu'en réalité, C'est pas lui de voyager. c'est pas mauvais de voyager, mais ce qu'il fait doit être précédé par un travail des diplomates et suivi d'un travail des diplomates et accompagné du travail des diplomates. Au point qu'à un moment, ce sera plus nécessaire. Et d'ailleurs, il va même se rendre compte que l'année qui va commencer, il faudra plus voyager à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Et donc, laisser la place aux diplomates. C'est une chose. Deuxième chose, pourquoi quand je dis qu'il faut le mettre, ça va même devenir constitutionnel. Combien de députés, les représentants, on a dans la Chambre des États-Unis? 432. Ils sont 330 millions d'habitants. Combien de 330 millions d'habitants. Oui. Combien de sénateurs? On a 100 sénateurs. Nous, on a 108. Logiquement. Nous, on a 550 députés. 550. Bon, soit. 500. Logique, 500. On devrait diviser par 2 ou par 200. Parce qu'ils avaient Les fait nombres ça de députés. donc atteindre 200 ou C'est pas pour la 250. circonscription. Le ratio, Oui. ouais. Oui. Quand on voit, et les sénateurs divisés par la moitié, par exemple. Les gens pensent qu'il faut supprimer le Sénat. Non, moi je pense que c'est une erreur. Parce que généralement, les sages de la République valent. Mais ce qu'on oublie de tout ce qu'ils font là, ce qu'on oublie, c'est que cet argent, ça ne ruisselle pas jusqu'à la base, jusqu'au fin fond
de la République. La Parce que, redistribution. oui, parce qu'en réalité, ce qu'on doit organiser aujourd'hui, ce sont les territoires, les quartiers, les élections municipales pour que ces gens commencent à s'organiser, pour que des problèmes soient résolus à la base, avec des gens qu'on connaît. Hein. Que ce soit, vous voyez, dans les gouvernorats des provinces, il y a pratiquement toutes les recettes sont ramenées. Avant qu'on peut-être redistribue, mais comment redistribue-t-on? Comment ont-on les moyens? Et surtout que si on donne les élections à la base, comme ça, le bourgmestre vient dire, voilà, en cas de budget participatif, j'ai autant, voilà ce qu'on va collecter, voilà ce qu'on compte faire avec la... Et c'est ça qui va amener un développement à la base, parce que le plus gros potentiel, c'est à l'intérieur du pays. Mais qui va enclencher cette modification des paradigmes? Parce que vous dites... Ça donne une conjonction entre le politique, donc la classe politique, Oui. et la société civile, bien représentée, parce que eux qui peuvent porter la voix, et travailler avec qui travaille la population, qui explique à la population, voilà pourquoi vous ne sentez pas ceci, vous voyez pourquoi vous ne sentez pas cela. On peut bien faire des routes même très loin, ainsi de suite. Mais il faut que ça l'apprend. Oui. Vous arrivez à Louosi, vous voyez l'adjointe, l'administrateur du territoire adjoint, l'ATA chargé de l'écodev, économie, développement, finance et consorts, Oui. et vous dit que depuis des mois ou depuis 9 ans, je ne touche pas mon salaire. Elle n'est pas payée. Elle n'est pas payée. Comment vous voulez qu'elle soit opérationnelle et fonctionnelle? Elle pas payée. Elle doit faire des itinérances, elle doit faire ses rapports. En moto. Hein. Et vous voyez là-bas, on fait par exemple, et c'est ça aussi le problème du gouvernement, on fait par exemple à Koundi, on veut faire le deuxième parc agro-industriel, mais la route qui amène du fleuve à Koundi, il faut faire presque toute une journée pour y aller, 55 km juste. Ne valait-il pas arranger la route et que les cultivateurs évacuent d'abord leurs produits? Ça ferait quelque chose. Donc, dans la conception même de ce qu'on a de développement, on part tellement du haut qu'on a ignoré la base et qu'on ignore même la base, qu'on ne l'atteint pas. Mais est-ce que la décentralisation peut être à la base de la mobilisation de budget suffisant? Je vais vous donner ce qu'a dit une fois lors d'un séminaire à l'université, que vous avez donné à un groupe d'étudiants sur la décentralisation, décentralisation financière. Le prof qui nous a dit, vous trouvez ni bien. Oui, l'expert en comptabilité. Le père du plan comptable général congolais. Oui. Il disait, si vous mettez des experts, des économistes, des experts dans chaque commune du pays, dans chaque territoire, et qui font leur travail, je vous dis, vous m'entendez, votre PIB décuple. Parce que le plus grand potentiel de développement est à l'intérieur du pays. C'est pas Kinshasa. C'est pas Kinshasa. Combien sommes-nous à Kinshasa? À bientôt 15 millions, selon... 15 millions. Ouais. Moi, j'ai concentré. Moi, j'ai modéré concentré sur 30% de l'espace. De l'espace de Kinshasa. Oui. J'ai modéré Kintech, le premier salon high-tech de la ville de Kinshasa, la semaine passée. J'étais modérateur. Et un des intervenants au deuxième jour dit, selon la CIA, nous sommes 20 millions. 20 millions. La population, combien sommes-nous? On dit qu'il a parlé de 80 à 100 millions. Il a dit bien, 105 millions. La diaspora, c'est 10 à 15 millions. Donc, on doit se rendre compte que d'année en année, la pression démographique va se faire. Et si on n'arrive pas à une gestion vraiment spatiale, administrative de tout le pays, on va sombrer. On va sombrer. Ça ne sert à rien qu'on ait. Et ce qu'il faut plutôt, réduire le nombre de plus en plus à haut niveau, mais augmenter la qualité. Et après, faire en sorte que dans tous les territoires, il y ait les techniciens, les experts de l'État qu'il faut. Alors, je vous propose qu'on écoute d'abord Jérôme Sekana et qu'on puisse proposer des pistes. Parce que moi, quelques membres du gouvernement avec lesquels je parlais et qui ont travaillé sur ce budget nous disent toujours nous avons des contraintes de mobilisation effective, des contraintes au niveau international avec, vous avez dit, on a repris avec la Banque mondiale, les fonds monétaires, etc. Mais ces gens-là, quand ils viennent chez nous, ils nous posent des conditionnalités, il faut un certain nombre de décaissements étalés. Est-ce que ça ne va pas empêcher ce budget? On écoute d'abord Jérôme Sekana, et puis on va voir qu'est-ce que ça peut faire, quelles sont ces marges de manœuvre à court terme, parce qu'il y a quand même des échéances. Hein? Les élections, c'est l'année d'après. Donc, est-ce qu'il va prévoir dans ce budget fonctionner suffisamment pour préparer les élections, parce qu'il y a des commandes à passer? Il a mis 350 millions de dollars pour le processus électoral. On sait que c'est 1 milliard. On le sait, c'est 1 milliard, ça prend. Oui, mais le problème, avant qu'il les fasse, il attend l'état des lieux, parce que la nouvelle équipe est en place. Il doit savoir est-ce que le matériel avec lequel on avait fait le recensement ou l'enrôlement
est-il en bon Opérationnel? état? Est-il opérationnel? Est-ce que... Donc, mais la machine à voter a été contestée. Est-ce qu'elle est encore opérationnelle? Elle est encore opérationnelle. Donc, il y a tout ça. On paye du fait de ne pas avoir voulu faire le rapport et l'audit, ou bien d'avoir pu le rapport et l'audit des élections passées. Parce que ce qui se passe au niveau des élections, on met de moins en moins de temps, mais ça coûte de plus en plus cher. Tout à fait. Les élections. Mais oui, parce que ça coûtait moins d'1 milliard, un demi-milliard, 600 millions. Et on a eu quand même un peu de temps. En 2006, Oui. ça coûtait le 1,5 milliard pour deux ou trois scrutins. On avait 6 scrutins la fois passée, 4 ou 6 scrutins en 2006. On a eu que 3 scrutins le même jour, pendant que l'autre avait fait 2 tours, en un seul tour, ça coûtait 1,2 milliard, donc le double, et ça a encore été plus cher les années qui ont suivi. Donc il faut se poser la question, voir où on peut faire des économies, on peut rationaliser. Il y a tout ce qui doit parce être qu'on fait. a malheureusement cette culture de surfacturation. Oui. Et vous allez remarquer, cette culture de surfacturation, entre-temps, des employés de la CDS ne sont pas payés. Il y a aussi un problème de justice, comme on parlait des députés. Kaboun a parlé, on lui a rétorqué par notre député, mais vous allez voir des assistants parlementaires qui ne sont pas payés, qui n'ont pas leur prime, qui n'ont pas leur avantage. Ça, c'est très dangereux parce que dans le remise et reprise avec Nanga, il y a même des employés qui posent encore des problèmes. Ils ont, je crois, à peu près 4 à 6 mois d'arriéré. Ça dépend des agents. Et tout ça, c'est une question de la qualité de dépense. Ça veut dire, est-ce qu'on trouve normal, on trouve moral qu'un président de la République française, Emmanuel Macron, puisse toucher, par exemple, 8 000 euros à peu près net d'impôt. Oui, net d'impôt. Net d'impôt. Ça veut dire le brut, c'est autour de 12 à 13 000 euros. Oui. Mais le net, c'est 8 000 euros à peu près que Macron touche. Ça veut dire que nos députés... Et chez nous, le président a dit qu'il ne connaît pas son salaire. Alors là, c'est une faute. Oui. Il faut réparer, il faut absolument faire... Parce qu'on a été trop abîmé par l'opacité. Les dirigeants, ce n'est pas leur argent. Ça veut dire que c'est l'argent des Congolais. Ils doivent en rendre compte. La maison, comme j'ai toujours dit... Et la dotation présidentielle chez nous, absolument, on ne sait pas l'expliquer. C'est un mystère. Donc il faut que les institutions soient des véritables maisons de verre. Dire que voilà, Congolais, c'est votre argent. Comme en Suède, comme... Absolument. Oui, voilà comment je l'ai affecté, voilà comment je l'ai utilisé. Non, c'est tout ça qui va créer... On connaît exactement ce qu'il touche. C'est tout ça qui va créer du lien, c'est tout ça qui va créer de la confiance. Parce que, je vais vous donner encore des chiffres qui vont vous choquer. Oui. Pour Kinshasa, on a dit qu'on est à peu près 15 millions, Jean-Louis passe de 20 millions. Oui. Mais il y a à peu près à Kinshasa que 60 000 assujettis. Seulement. Mais si nous partons du fait que Kinshasa a 15 millions d'habitants, ça veut dire que si nous disons que nous sommes des familles nombreuses, on va exagérer, que nous sommes 10 par famille, ça veut dire qu'il y a au moins 1 500 000 habitations. Donc on devait avoir au moins... Vous voyez que l'impôt foncier, on devait avoir parcelle, on devait avoir au moins un répertoire le revenu locatif, fiscal pour l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt foncier, au moins de 1 500 000. Au lieu d'avoir dans le répertoire 1 500 000, nous en avons 30 000. Et nous avons 60 000. Et sur les 60 000, il n'y a que 30 000 qui sont actifs. Donc, ils payent leur revenu locatif. Et c'est pour ça que... j'en sais quelque chose, l'harcèlement des GRK et tout ça. Oui, ils vont venir à la Gombe, dans quelques communes. Oui, alors, vous imaginez un peu tout ça. Asphyxier Gombe. Est-ce que la Constitution nous dit que nous avons le devoir en tant que citoyens de contribuer aux charges publiques? Absolument. Nous demandons de l'eau, nous demandons de l'énergie, nous demandons du courant, nous demandons de routes et tout ça, de la santé et l'éducation. J'ai parlé avant-hier avec une de mes sœurs qui avait son enfant dans une école catholique. L'école catholique en question aujourd'hui a afflux. Les enfants sont 3 par banc, étouffés. Elle va enlever son enfant de cette école parce qu'elle dit que dans le privé parce qu'elle dit que c'est quoi, les professeurs sont fatigués, ils n'enseignent plus bien et tout ça. Donc elle est découragée. Donc il y a un espoir avec la gratuité. Mais comment on encadre cette gratuité? Il faut dégager des moyens. Mais pour ça, il faut l'exemplarité des dirigeants. C'est-à-dire que pour maintenant, quelqu'un se dise je vais payer mon impôt, je vais déclarer, parce que nous sommes dans un système déclaratoire. Que les gens disent non, on va payer l'impôt. Voilà pourquoi je suis d'accord avec le ministre des Finances qui dit je vais rendre l'impôt supportable, peut-être diminuer les taux. Mais il ne faut pas aussi que nous ayons des impôts à 2 vitesses. Oui, mais il y a la question de la TVA, les parlementaires ne paient, comme on a parlé de Jérôme, il y a un moment, les députés ne payaient même pas l'impôt. L'impôt sur les rémunérations, l'IPR. Vous avez les fonctionnaires qui ne veulent pas toucher, qui ne veulent pas que leur IPR, comme dit la loi, soit à 30%, mais que ça soit à 15%. Il y a d'autres maintenant qui discutent pour que l'IPR ne soit pas à 15%. On a même ramené à 3%. À 3%. Mais voyez-vous, nous sommes dans... Alors, comment voulez-vous avoir de l'ambition d'avoir un gros budget et en même temps, il y a des questions, exemple. Il faut de la clarté. Et le problème, c'est quand quelqu'un touche 100 000 francs, quand on lui prend 5 000 francs, il le sent. Que quand on le prend 500 francs, c'est différent. Donc il faut trouver... parce que le problème
c'est bien, cadre macroéconomique, tout ça, mais on n'a pas une politique salariale, on n'a pas une politique de l'emploi. Tout à fait. Les SMIC et tout ça, ça pose encore problème. On n'a pas de politique de l'emploi. Donc il faut commencer... Jérôme Sekana, et on va conclure avec des idées. Voilà des idées un peu qui sortent un peu de ce que Kabound a proposé. Hein. Allez, Jérôme Sekana. Bonjour Jean-Marie Kassamba, bonjour à tous les confrères qui sont avec vous sur le plateau. Comme vous le constatez derrière moi, c'est le rond-point Malou Malou ici à Butembo. Je voudrais intervenir dans cette émission sur le budget de l'État. D'abord, je tenais à féliciter l'honorable Kabound parce qu'il a relayé le message des toiles d'araignée dont je suis le coordonnateur national. Chez nous, au niveau des toiles d'araignée, nous nous battons pour qu'il y ait une réduction drastique des trains de vie des institutions. Et lorsqu'il a pris la parole du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, il a dit qu'il fallait qu'on réduise toutes les rubriques des institutions de 50% pour renforcer la ligne budgétaire, non seulement de l'armée, de la police, mais également de l'éducation nationale. Là, nous applaudissons de deux mains. Et je demande vraiment à tous les journalistes économiques, membres de Toile d'Araignée, qui, vous le savez, c'est une ONGD de développement en charge des questions économiques, mais également des spécialistes de ce qu'on appelle ici en République démocratique du Congo, le contrôle citoyen. Alors, je voudrais également signaler que le gouvernement a certes déposé le budget de l'État pour l'exercice 2022. Le gouvernement Samalou Kondé doit s'appuyer sur les réformes. Et les réformes, nous en avons beaucoup. Mais je vais vous citer quelques-unes qui peuvent permettre au gouvernement de pouvoir maximiser davantage les recettes par rapport à notre capacité contributive. Parce qu'il y a un problème au niveau de nos régies financières. Nous n'avons que 200 000 personnes physiques et morales confondues qui sont répertoriées au niveau du registre national de contribuables au niveau de la DGI, alors que nous sommes 80 millions d'habitants. En principe, on devrait avoir ne serait-ce qu'un ratio de plus ou moins 30 à 40 millions de contribuables. Ce qui fait que, avec cette faible contribution, c'est-à-dire l'informel brasse beaucoup de milliards qui ne sont pas captés, eh bien, au niveau du gouvernement, le budget est modique. Une fois-ci, on arrive, à travers les réformes que je vais vous énumérer ici, à mobiliser les recettes, à booster toutes ces réformes-là, eh bien, on peut doubler, voire même tripler le budget de l'État. Je commence par la première. La première, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la chaîne de la recette publique. Le gouvernement doit tout faire pour implémenter cette chaîne de la recette, de la recette publique, d'autant plus que là-dedans, vous avez 3 logiciels très importants. Vous avez Isis Régie, vous avez le Logirad et vous avez l'entrepôt des données. Isis Régie, c'est un logiciel qui permet... En tout cas, Jérôme Sekana, excusez-nous parce que c'était depuis Butembo, chez Malou Malou, là-bas au Nord Kivu, ces réformes, tout à l'heure, le spécialiste en plateau en avait déjà un peu commencé à proposer. Est-ce que Israël Moutala, j'ai parlé du populisme tout à l'heure, j'ai demandé à Jean-Louis, est-ce que la culture de la consommation que nous avons, la théorie de Kabound pour dire, voilà, depuis des lustres, depuis 100 ans, on a été toujours comme ça. On sait qu'à l'époque du Mobutu, on parlait plus de la contribution que la culture de l'impôt. Aujourd'hui, vous avez dit, seulement des 100 000. Qu'est-ce qui peut pousser les Congolais à déclarer, à avoir la culture de l'impôt? On sait qu'il y a une structure là qu'on appelle changement de mentalité qui est en train de travailler un peu pour donner un peu aux Congolais l'envie de payer l'impôt. Mais est-ce que c'est le fouet comme faisait le Belge, dans les capitales, partout, tout le monde devait mobiliser l'impôt, comme on dit toujours, ou bien c'est le volontariat qui va l'emporter? Est-ce que l'ambition de Félix Tshisekedi de faire 10 milliards, ça va toujours être comme ça, de la proposition sur proposition? Quelles sont les pistes? Quelles sont les pistes aujourd'hui? Pour moi, les pistes, d'abord, ça veut dire... Parce qu'on sent même Kabound, il est découragé. Enfin, il est un peu sans moyens. Absolument. Mais le problème, c'est qu'on avait dit à l'UDPS, justement, ça veut dire qu'ils étaient dans le bon rôle.
de critiquer. Dans la critique. Absolument. La critique est aisée. Et l'art est Parce difficile. que le budget, il est budget quand même IDPS. Hein? Oui, bien sûr. L'art est difficile. Et ici, ils n'ont plus d'excuses. Il n'y a plus le FCC qui est bloqué. Il n'y a plus Ilunkamba, il n'y a plus Kabila. Non, là, ils ont les coulées franches. Donc, aucune excuse. Donc, ça veut dire que plus de 30 ans d'opposition, mais voilà, vous avez l'appareil de l'État. Et faites maintenant. Faites-nous de la bonne politique maintenant. Faites-nous de la bonne politique. C'est ça la question. Ouais, parce que quand on voit, Donc, je ne vais pas montrer cette image, les militants, même si ce sont des faits isolés, on a attrapé là-bas à Kasumbalé, ça ou bien dans les Katanga, en train de percevoir l'impôt. Voilà, on s'est dit de l'UDPS, etc. C'est peut-être anecdotique, mais est-ce que ce n'est pas cette culture un peu où on voit les motards qui ne sont pas déclarés, qui n'ont pas de vignettes sur leurs motos, etc. Cette culture-là, de passe-droit. Mais absolument, nous sommes dans un pays sans qui repère, affaiblit l'État. sans repère. Mais l'État lui-même s'affaiblit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'exemplarité. L'exemplarité. L'État, le président de la République, le Premier ministre, tous les ministres sont soumis à l'autorité de la loi. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans le seul pays où des ministres roulent des véhicules avec plaques bâchées. Pourquoi plaque bâchée? Pourquoi Vous êtes dans ce pays ici où des gens roulent à contresens. C'est dans ce pays. Ça veut dire que l'autorité de l'État est par terre. On s'amuse avec l'État. Vous êtes dans un pays où la plus haute autorité, le chef de l'État, parle de fustige ce comportement civil sur la route. Mais à peine le conseil de ministres est terminé, vous êtes sur la route, vous voyez déjà... Les mêmes escortes. Les mêmes escortes. Les mêmes gyrophares. Ça veut dire que officiels comme particuliers prennent la route à contresens, malgré que la plus haute autorité en a parlé d'abord au conseil des ministres. Et vous imaginez le débat, vous imaginez, nous sommes en plein 21e siècle. Et qu'au Congo, notre conseil de ministres, qui est l'instance la plus haute, la plus sacrée, oui, où on discute des choses sérieuses, on vient y parler encore du respect du code de la route. On est quel État? On est quel État? Ça veut dire, ça dit tout. Nous sommes un pays indiscipliné. On a vu comment Sarah Loukonde va faire, justement? Est-ce que ça sera le fouet? J'attends de lui la rupture. Comment il va faire? Je veux, moi, tu sais, je suis plus... la démocratie, pour moi, ça veut dire qu'il faut un moment, un pouvoir fort. Mais comme Kadhafi le faisait, comme au Rwanda, par exemple. Il faut un État fort. Il faut un État fort. Et pour arriver à un État fort, il faut beaucoup d'abnégation et beaucoup de sacrifices de la part des autorités. Ils doivent être irréprochables. Or, pour l'instant, ils ne le sont pas. Pour que moi, il faut que chaque Congolais se dise, soit mobilisé vers une ambition commune, de faire de ce pays vaste, beau, d'en faire un pays prospère, d'en faire un pays où il fait bon vivre pour tous les Congolais. Pas d'exception. Pas d'exception. Mais pour ça, il faut que des règles strictes auxquelles tout le monde est astreint. Parce que je donne un exemple simple. La thésaurisation, enfin les termes économiques un peu, les gens qui accumulent beaucoup de cash chez eux à la maison. Absolument, ouais. L'État lui-même qui fonctionne en dollars. Ouais. On paye les gens en dollars. Ouais. Alors que le franc congolais devait être encouragé avec des transactions en franc congolais. Et est-ce que ces réformes, vous avez parlé des réformes tout à l'heure, Jean-Louis, est-ce que ces réformes méritent d'être appliquées là tout de suite ou bien c'est encore des rêveries? Donc, déjà pour la dédollarisation, ça ne se décrète pas. C'est un travail de mémoire économique qu'il faut soigner et beaucoup de paramètres. Pour redonner la confiance, pour que les gens bancarisent. Oui, bien que le meilleur lieu de la dédollarisation, c'est encore l'intérieur du pays. Hein? Mais, à l'intérieur du pays, oui, il n'y a pas de banque. Il y a un mot et qui revient souvent, c'est l'État. Même Louis Michel vous dit, moi je l'ai écouté en Belgique lors du première édition du forum des entreprises privées qui avait lors des premières éditions des journées économiques, des journées européennes de développement en 2006 à Bruxelles. Il a dit, moi qui suis un libéral, mais il faut toujours un minimum d'État pour que les choses fonctionnent. Hein? Même les résistants français pendant la guerre mondiale, en plus de mettre des bombes, jetaient déjà les bases de l'État. C'est pour ça que c'était la course de Gaulle arriver vite à Paris et il avait déjà envoyé ses hommes de la résistance pour prendre possession des institutions. Le rôle de l'État. L'État doit jouer son rôle. Pas l'État-providence, pas l'État caporal. Et on parle de la démocratie. Mais la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est la dictature de la loi. Pendant que tout le reste
Hein, bien que Churchill parlait du moins mauvais système, la démocratie, Oui. tout le reste, c'est la jungle, c'est la dictature, c'est l'anarchie, c'est la loi de la force, c'est tout ce qu'on veut. C'est la dictature de la loi, parce que dans une démocratie, c'est là où ce qu'on voit un président, aujourd'hui président, demain prisonnier, Oui. hein, comme on voit en Afrique du Sud, ainsi de suite. Oui. Hein. Donc, c'est cela. L'autre, Chirac, a terminé comme condamné, même s'il a. Mais pas Sarkozy, été- on voit ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Exactement. Donc, Oui. tout le monde. Force reste à la loi. Force reste à la loi. Et maintenant, l'État doit être partout. C'est pour ça que moi, je me pose la question. Vous promettez des projets aux gens, mais investissez d'abord dans l'État. Comment voulez-vous avoir des moyens si vous n'avez pas les bureaux nécessaires pour percevoir Tout à fait. l'impôt, par exemple, l'impôt sur le revenu locatif? Tout à fait. Comment voulez-vous percevoir des impôts? Des fois même, le fait que vous n'êtes pas là, c'est ce qui se passe là. Aujourd'hui, heureusement, des médias sont intervenus parce que l'État est absent. Là-bas, à Kasumbalé, c'est ailleurs, alors ils sont permis de faire ce qu'ils ont fait. Quand l'État est absent, les gens s'autorisent, se C'est comme- permettent. C'est comme une femme d'affaires qui m'expliquait que dans l'intérieur du pays, vous ne voyez rien. Mais quand vous venez faire des affaires, vous voyez maintenant tous les services d'État arriver. Or, ils devaient précéder. Et souvent, ça s'est fait ça. Les conquêtes aux États-Unis, c'était l'État qui venait, l'armée venait planter son drapeau. Tout à fait. Hein. Et même si les gens étaient là, tout le monde se mettait Derrière le drapeau. derrière le drapeau. Il y avait des contrebandiers, il y avait des gens qui ont fait du trafic d'or, ainsi de suite. Mais dès que l'État venait, on se mettait. Merci là. beaucoup. Merci Donc, beaucoup. autorité de l'État va régler ça. Et on va régler les problèmes si on règle le problème de l'État, les mines. Pour finir, Pour la finir, fraude, ainsi de suite. pour finir, la vraie question, c'est quoi? Nous devons absolument un nouveau pacte social entre l'État et les citoyens pour que chacun se pose la question de savoir c'est quoi mon empreinte fiscale pour contribuer aux charges publiques. C'est ça. Mais les gens ne vont pas le faire tant que les dirigeants vont se comporter en... Donc les Nigériens doivent prêcher par l'exemple. Ouais, tant qu'ils se comportent en voyous, les gens ne vont pas suivre. Les gens voient, les gens se taisent. Ils disent, ils savent que c'est que dit la loi. Et ils voient les dirigeants qui sont censés être exemplaires ne pas respecter. Absolument. Et ils voient ça. Mais- Et pour terminer encore sur cette question, Oui. les projets structurants, il faut de la visibilité. On se développe avec quoi? Avec du rail. On en est où? On va construire. Il faut que dans ce budget, je vais les disséquer encore, on va construire combien de kilomètres de routes, combien de kilomètres de rails, on va baliser combien de voies navigables. Voilà des choses C'est qui ça parlent qui aux produit. Congolais, L'évacuation aux des Congolais. produits agricoles, Absolument. etc. Mais il faut Donc, bien le préparer. il faut bien le c'est-à-dire préparer. qu'il faut Sur que les Inga, Oui. on fait comment Inga? Quand est-ce que Grand Inga, tous les Inga 1, Inga 2 sera fiabilisé à 100%? Comment est-ce qu'on fait Inga 3? Tous ces projets structurants-là, les gens veulent voir clair. Et enfin, ce budget, pour nous, on ne peut pas développer un pays sur base des ressources propres. Donc, il faut qu'on se serve de ce budget comme un 30%, levier hein, 30% pour du budget justement général faire est- des emprunts. Et c'est ça qui va permettre d'aller sur le marché financier, Absolument, il faut notre mobiliser capacité. les moyens. Le Bénin, un petit pays qui n'a pas notre Attends, dimension, autant de nos ressources. défis, est en train de relève parfois 20 milliards de dollars sur les marchés financiers Parce qu'il y a la internationaux. confiance. Et voilà, c'est tout ça. Donc on doit avoir cette Parce capacité. qu'il y a la confiance, parce qu'il y a la d'emprunter, gouvernance. Parce qu'il y a la gouvernance. Et donc, nous devons être bien notés par les agences de notation. De conjoncture, oui. Et tout ça. Donc, il y a toutes ces réformes qu'il faut faire et vous voyez que ces réformes doivent commencer au sommet, à la base. C'est-à-dire, à la commune, c'est quoi le budget de la commune de Lemba? C'est quoi le budget de la commune de Monofo? Ça doit être publié. Comment est-ce que les recettes, ils les prennent où? Il faut tout ça, de la clarté sur toute la chaîne, qu'il y ait une dynamique de bonne gouvernance. C'est comme ça que... on Merci entrevoira- beaucoup. Une phrase, notre système fiscal est déclaratif, mais Oui. cela n'empêche que l'État fasse la contre-expertise. Voilà. On ne peut pas déclarer seulement ce qu'on veut. Voilà. Monsieur Kabound, déclarer c'est bien, mais commencez par donner l'exemple, hein, votre train de vie, la manière dont vous vous comportez, etc. Et puis les avantages, quelques émoluments, pour ne pas dire, allez, les perdièmes et compagnie, tout ceci doit être chiffré et présenté. La notion de quitus fiscal doit être un peu le passeport pour chaque Congolais qui, justement, postule, veut devenir ministre, élu, etc. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Israël Moutala et Jean-Louis, pour cette participation. Merci à Jérôme Sekana depuis Boutembo. Ainsi, c'est clôture, c'est cette page spéciale consacrée à ce budget de Samuel Condé. On y reviendra avec vos détails. À très bientôt.